Bonjour et merci d'être là avec nous dans cette journée très pluvieuse. Et ce 5 à 7 qui est en fait un 15 à 19, exceptionnel, puisque nous avons voulu accueillir plusieurs expériences autour du thème de la précarité et de l'accent sur les quartiers en difficulté et les populations en difficulté. Alors, nous avons appelé cette séance, les favelas, l'intelligence est collective. Alors, ça peut paraître très provoquant, et ça n'est pas notre but d'être provoquant. En fait, nous avons voulu mettre l'accent sur une autre manière de travailler avec des populations qui sont marginalisées, sans tomber dans une forme de, je dirais, de compassionnel, qui est assez française quand on travaille sur des quartiers en difficulté. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette manière de faire de Sao Paulo et de Lisbonne, c'est ce que nous avons pu ressentir en termes de respect des modes de vie, de la culture, de la créativité des habitants de ces quartiers. Et l'objectif que ces deux territoires se sont donnés pour que le lieu de vie soit respectable, réponde aux attentes des habitants, pour que la vie sociale, la sécurité, l'emploi, l'éducation s'améliorent sur place. Alors, je voudrais tout de suite alerter sur le piège de la généralisation. Quand nous avons annoncé cette séance, plusieurs personnes nous ont fait part de leurs sentiments sur les favelas de Rio ou des favelas d'ailleurs. Il est bien évident qu'ici, nous ne parlons pas de toutes les favelas d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Nous ne parlons pas de tous les quartiers difficiles. Nous parlons de ces expériences-là qui nous ont semblé intéressantes à débattre. Et afin que les démarches qui sont menées dans ces territoires puissent nous aider à réfléchir à la question lourde de la précarité dans nos territoires riches. Et nous pensons aussi que cette précarité va s'accroître avec la crise qui est présente en Europe comme partout ailleurs dans le monde. Mais nous avons souhaité tout de même faire preuve d'une forme d'optimisme méthodologique qui est la marque, au fond, des 5 à 7. Si on a pu faire cette démarche à cet endroit-là, c'est que c'est possible. Donc, essayons de comprendre comment pour pouvoir en débattre et progresser ensemble. Donc, nous avons clairement centré cet après-midi sur les cas de Sao Paulo et de Lisbonne, et nous avons demandé des contrepoints français d'intervenants qui se sont confrontés à ces questions depuis très longtemps. Alors d'abord, l'après-midi sera divisé en deux grandes parties, la partie autour de Sao Paulo, la partie autour de Lisbonne. Donc j'évoquerai d'abord la partie autour de Sao Paulo. Sao Paulo illustre vraiment l'urbanisation accélérée de l'Amérique latine, qui produit des mégalopoles qui sont souvent dilués, très peu denses à la périphérie, et où les exclus trouvent à se loger dans les lieux qui sont disponibles, où ils inventent leur mode d'habiter. Et ils le font aussi, faute de trouver à se loger dans des opérations, disons, réalisées par les pouvoirs publics ou par le privé. Les chiffres sont assez impressionnants. Il n'y a pas moins de 111 millions de latino-américains sur un total de 588 millions d'habitants qui vivent dans des bidonvilles. Ça veut dire un habitant sur 5 dans des bidonvilles, dans des favelas. Il y a eu un rapport réalisé par ONU Habitat sur l'état des villes en Amérique latine qui projette une lumière nouvelle sur les contrastes de ce sous-continent. Et le texte considère de façon très intéressante comme positif les processus d'urbanisation, malgré le caractère traumatique et parfois violent, marqué par des dégradations de l'environnement, parce qu'il s'agit d'une population jeune, dynamique, et que des processus sont à l'œuvre pour faire la ville avec ces démarches qui sont en cours. Donc l'expérience que nous allons montrer d'abord sur Sao Paulo aura pour objet de démontrer comment les exclus peuvent devenir, je dis, des clients. On a hésité d'ailleurs à appeler cette séance « La parole est aux clients ». On a eu très très peur que ce soit interprété comme les clients de la drogue. C'était absolument pas l'objectif. C'était en fait un terme de Viviane, qui m'a dit, qui elle est vraiment l'urbaniste, les pieds dans la boue, qui travaille avec ces quartiers, qui m'a dit moi je considère que ces habitants sont mes clients. Ce ne sont pas des gens auxquels je rends service. C'est eux qui commandent.
Donc comment peuvent-ils, ces habitants, devenir à la fois les clients, les acteurs d'un processus de régénération urbaine? Quelles sont les méthodes? Quels sont les financements? Quels sont les résultats? Quelles sont les limites? Quelles sont les critiques? Et là, on ne se privera pas de dire que tout n'est pas réussi et qu'il y a encore des problèmes. Alors, les actions qui vont vous être présentées, c'est du désenclavement, de la régularisation foncière, des nouvelles constructions, des réhabilitations, de la promotion de la sociabilité, de l'éducation, du tri collectif, de l'action sur l'économique. Donc vous verrez que c'est extrêmement large comme action et dans lesquelles on va retrouver des innovations juridiques. En effet, parce qu'il s'agit de régulariser des quartiers illégaux et de créer un parcellaire appropriable. Alors la méthode de travail intègre dans la même équipe des architectes, des urbanistes, des médiateurs sociaux, et elle fait de la communauté locale des réels protagonistes des changements qui sont désirés. Alors ces actions sont pilotées par une équipe dédiée qui est financée par l'établissement public de l'État chargé du logement social à Sao Paulo, qui est représenté ici par Eduardo Trani à ma gauche et Viviane Frost également plus loin à ma gauche. Ils sont tous les deux architectes, urbanistes et très très engagés dans cette démarche. Alors j'ai demandé pour cette première séquence une réaction à Jean Badarou, qui est à ma droite, qui est directeur général de la SEM Ville Renouvelée à Roubaix. Pour ceux qui connaissent Roubaix, vous savez que Roubaix accueille des populations qui ne sont pas les populations les plus riches de France, avec des problèmes de chômage, des questions très difficiles en même temps, avec des élus très engagés, très moteurs, et des professionnels de grande qualité, Bernard Eichen et d'autres, Patrick Bouchin notamment, dont tu vas parler. Donc il nous semblait que l'effet miroir de l'Action française par rapport à l'expérience des favelas pouvait nous faire avancer ensemble. Donc voilà, sans trop tarder, je laisse la parole à Eduardo qui va parler en français. Il parle un français parfait. Et ensuite, Viviane, qui ne parle pas un français parfait, va être traduite par Eduardo.